Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve finalement pour le bal printanier dans la LNH. Eh oui, nos chers Habs, ainsi que les sénateurs d'Ottawa, d'ailleurs, les deux organisations les plus proches du Québec, ne sont pas dans la danse printanière. Mais on a quand même le droit à des très beaux affrontements au niveau de la première ronde. Et je dirais pas nécessairement que c'est cet affrontement-là qui me met le plus en sécurité pour un très bel affrontement, mais il en reste pas moins qu'on a quand même le droit à des beaux affrontements au niveau de la première ronde. Maintenant, on va analyser la série qui va opposer les Bruins de Boston ainsi que les Panthers de la Floride. Mais d'abord et avant tout, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser un commentaire, puis dites-moi d'après vous qui va gagner, puis en combien pour cette série-là. C'est toujours intéressant de pouvoir parler un petit peu de prédiction. Maintenant que ça c'est dit, je vais avoir éventuellement les previews de toutes les séries qui s'en viennent dans la LNH. J'y vais en ordre tout simplement de date. Donc, cette série-là va commencer lundi le 17 avril. Je ne sais pas à quelle heure, mais lundi 17 avril. Fait qu'on va commencer par celle du 17, puis après ça, on va y aller avec celle du 18. Alors sur ce, ben écoutez, je vous souhaite bonne série à tous et on va commencer avec rien de moins que l'équipe championne du trophée du président et j'entends bien entendu les Bruins de Boston. L'organisation des Bruins de Boston était une organisation que je vais qualifier plutôt incertaine pour la saison 2022-2023. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il y avait eu des conflits à l'interne par le passé. Donc en fait, c'est que on avait très mal géré du côté de David Pastrnak le fait qu'on n'avait même pas essayé de négocier son bon ami David Krejci et on l'avait laissé aller jouer en Europe. David Pastrnak était tellement fâché face à Don Sweeney qu'il aurait même menacé de ne pas signer de prolongation de contrat si l'organisation ne rapatriait pas David Krejci. Ajoutez à ça un nouvel entraîneur, on met Jim Montgomery à la barre d'une organisation. Nouvel entraîneur, on avait des joueurs blessés potentiellement à long terme. On pense à notre quarterback général, appelez ça comme vous voulez, mais notre défenseur numéro 1, Charlie McAvoy, qui pouvait manquer une bonne partie de la saison. Même chose pour ce qui est de Brad Marchand. Alors, on avait des absents de marque, un nouvel entraîneur et peut-être un petit peu de friction au sein même de l'organisation. Et voilà qu'on a décidé de ramener David Krejci, un pari qui va certes rapporter pour ce qui est de Don Sweeney. Maintenant, l'organisation des Bruins de Boston est une organisation qui, selon plusieurs observateurs, et dont moi le premier, les voyait pas nécessairement aussi confortables en série. Hein? On va se dire qu'on les voyait peut-être en course pour une place en série. Assurément pas la formation la plus victorieuse en saison régulière pour l'histoire de la LNH. Les Bruins de Boston, menés par Jim Montgomery, auront réussi à épater la galerie avec un total de 65 victoires, devenant ainsi l'organisation qui a accumulé le plus de victoires en saison régulière. Certes, il y en a qui vont vous dire c'est pas la meilleure organisation de tous les temps, c'est débattable. C'est débattable parce qu'à une certaine époque, les victoires n'étaient pas comptabilisées de la même manière, puis les points n'étaient pas comptabilisés de la même manière parce qu'ils sont aussi l'organisation avec le plus de points de l'histoire de la LNH. Alors les Bruins de Boston de cette année, là, si vous vouliez du beau hockey, c'était ici que ça se donnait. Bien entendu, on pense à notre cher capitaine Patrice Bergeron, qui en est peut-être à sa dernière année au niveau de la LNH. Du côté de Patrice Bergeron, on parle même de l'année de Last Dance. Et il en reste pas moins que malgré son âge, malgré qu'il est un peu magané par le temps, il a connu une bonne saison. 58 points en 78 matchs pour un joueur complet, c'est très bon. On va commencer avec l'analyse générale. Les Bruins de Boston en saison régulière, 65 victoires, 12 défaites, 5 défaites en prolongation pour un total de 135 points. Évidemment, on a fini premier dans l'Atlantique, mais en fait, on est premier dans la Ligue nationale tout simplement. Une moyenne de buts marquée de 3,67, ce qui est la deuxième meilleure offensive de toute la LNH. Une moyenne de buts encaissés de 2,12, ce qui est la meilleure défensive de la LNH. Un avantage numérique à 22,2, ce qui est bien sans plus. Un désavantage numérique à 87,3, ce qui est le meilleur désavantage de la LNH. On ne peut pas dire que l'organisation des Bruins de Boston est parfaite. Il n'y a aucune organisation qui est parfaite, mais c'est probablement l'une des, ou sinon celle qui s'approche le plus d'un style de jeu parfait. Parce que c'est une organisation qui est quand même très bien répartie et surtout qui est très responsable de la ligne 1 à la ligne 4 et tous les duos de défenseurs. Bien entendu, il faut qu'on parle aussi du duo de gardien de but, qui est un duo qui a été
phénoménal au cours de l'année, mais très particulièrement Linus Ullmark. On va revenir pour ce qui est des gardiens de but. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'idée de séquence, c'est-à-dire que j'aime de voir comment l'équipe rentre en séries éliminatoires. Du côté des Bruins de Boston, on a une séquence de 9 victoires, 1 défaite lors des 10 dernières rencontres. Pour être plus précis, on a 8 victoires pour rentrer, 8 victoires d'affilée pour rentrer en séries éliminatoires. Alors, vous avez une organisation qui vient de connaître une saison historique, qui rentre en feu en séries éliminatoires avec des gars d'expérience, puis tout le monde est responsable. Là, j'en entends qui vont me dire « Oui, mais le Lightning de Tampa Bay 2018-19 s'est fait torcher par les Blue Jackets en 4, première ronde! » Je doute que ça va arriver du côté des Bruins de Boston parce que c'est une équipe qui en a déjà vu beaucoup plus que ça, mettons, au travers de sa longue histoire, mais même de sa jeune histoire. Du côté des Bruins de Boston, ben, on parle bien entendu de David Pastrnak, le meilleur pointeur de l'organisation. 61 buts! Je ne sais pas si le retour de David Krejci l'a motivé à ce point-là, mais une excellente saison au niveau de la production offensive pour ce qui est de David Pastrnak. Et sa menace aura porté fruit et aura rapporté aussi au directeur général. Donc bref, je sais pas, les choses allaient bien à Boston. Il y a une éthique professionnelle à Boston. Quand on parle de philosophie, là, il y a une éthique professionnelle à Boston qui est vraiment très particulière. J'écoutais d'ailleurs André Tourigny sur les ondes de BPM Sport qui parlait, il disait le corps de leadership dans une organisation va partir au début de l'entraîneur, mais par la suite, il va émaner du banc. Alors en fait, ce qu'il dit, c'est que un coup que ta mentalité ou ta philosophie est vraiment bien implantée, il dit à ce moment-là, c'est plus au coach de rappeler aux joueurs qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se sacrifier, et ainsi de suite, parce que c'est les joueurs eux-mêmes sur le banc qui vont le faire. Et du côté de Boston, changement d'entraîneur, toujours la bonne éthique professionnelle. Il y a quelque chose dans ce vestiaire-là qui est quelque chose de phénoménal. Alors les Bruins de Boston, David Pastrnak, excusez-moi, en 82 matchs, 61 buts, 52 passes, 113 points, une excellente saison offensive. Brad Marchand, on a beau le détester, il est revenu plus vite en plus de ça. C'est un gars qui fait preuve de leadership. Une petite anecdote d'ailleurs, c'est qu'on y avait posé la question lors de l'addition de Tyler Bertuzzi, de Tyler Bertuzzi. Comment il voyait cette acquisition-là. Et Brad Marchand a répondu « Tous les gars que je détestais le plus sont maintenant avec nous. » C'est un gars qui est quand même... Il est drôle, Brad Marchand, et il a quand même connu une bonne saison. Il est revenu plus rapidement de sa blessure, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas nécessairement du côté de Boston. En 73 matchs, 21 buts, 46 passes, 67 points. C'est une bonne saison pour ce qui est de Brad Marchand. Patrice Bergeron, malgré son âge, malgré ses responsabilités et tout ça, 78 matchs, 27 buts, 31 passes, 58 points. Si c'est sa dernière danse, on peut dire qu'il a connu une bonne saison, digne de son style de jeu, bien entendu, c'est-à-dire un joueur qui peut être nommé pour le Selke, peut-être même le gagnant du Selke. Ça serait mon choix, mais c'est pas le choix de tout le monde. Fait que bref, on va le garder là. Par la suite, Pavel Zacha a connu une bonne saison en 82 matchs, 21 buts, 36 passes, 57 points. Et on termine avec David Krejci pour notre top 5. 70 matchs, 16 buts, 40 passes pour 56 points. Pour ce qui est de Charlie McAvoy et de Hughes, les deux premiers défenseurs offensifs, c'est une cinquantaine de points à peu près. Fait que c'est quand même une bonne saison aussi pour les défenseurs du côté des Bruins de Boston. Par la suite, je pense que ce qu'il y a de plus exceptionnel, c'est probablement les gardiens de but. Linus Ullmark, qui est un candidat pour le Vizina, c'est l'organisation qui a accordé le moins de buts au travers de toute la LNH. C'est 49 matchs, 1,89 de moyenne, 938 d'efficacité. Boom! Lui, honnêtement, c'était pas à Buffalo qu'on voyait ce genre d'air-là. Ça y a fait du bien de changer d'air de son côté à lui. Par la suite, on a le jeune Jeremy Swayman, 37 matchs cette année, 2,27, 920. Du côté de Jeremy Swayman, en fait, on l'avait utilisé l'année passée en séries éliminatoires. Est-ce que cette année, on va opter pour Jeremy Swayman en séries éliminatoires? J'ai de la misère à croire qu'on va opter pour lui, ou du moins, pour partir, je pense pas. Si advienne qu'on voit que Linus Ullmark connaît 2 ou 3 mauvais matchs, peut-être est-ce que là, on va y aller avec Swayman, mais avec la saison exceptionnelle que Ullmark a connu, c'est difficile à croire qu'on va y aller avec un autre que Linus Ullmark. Par la suite, on va y aller avec notre wild card numéro 2, donc l'équipe repêchée numéro 2, c'est-à-dire l'équipe qui théoriquement est la plus faible au niveau des séries éliminatoires dans l'Est, et c'est les Panthers de la Floride, 42 victoires, 32 défaites, 8 défaites en prolongation et 92 points du côté des Panthers de la Floride. Ça a été une saison décevante, qui a eu des hauts et des bas, mais il y a quelque chose qui est arrivé en quelque part en fin de saison qui fait que cette équipe-là a eu un bon straight puis elle a réussi à rentrer en séries éliminatoires. Certes, on peut faire un lien avec l'arrivée du Ish-Zone, je pense qu'il est à peu près fin vingtaine, si je ne fais pas erreur, le gardien de but Alex Lyon.
Alex Lyon, je doute qu'il va être un Jordan Bennington des Blues de Saint-Louis, là, celui qui arrive d'un peu nulle part puis qui amène le navire. Quoi qu'il n'était pas dernier dans la LNH, qu'on s'entende, mais je pense pas que c'est lui qui va amener nécessairement les Panthers au prochain niveau. C'est un gars qui prend du temps à se développer du côté d'Alex Lyon. Mais on avait eu une difficulté avec Spencer Knight, qui est actuellement avec le programme d'aide des joueurs de la LNH. Et Bobrovski, c'était tough cette année. Là, franchement, là, une moyenne de 3.07, 901 efficacité. C'est pas par jeu pour ce qui est d'un gardien qui gagne quoi? 10 millions, genre. ça coûte cher l'arrêt, là, tu sais. Alors, bref, du côté des Panthers de la Floride, on a une moyenne de buts marqués de 3,51, ce qui est quand même la sixième meilleure attaque de la LNH. 3,32 en termes de moyenne de buts accordés. C'est pas la défensive des Bruins de Boston, mais franchement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont arriver proche de la défensive des Bruins de Boston, fait on peut leur pardonner ça. Un avantage numérique à 22,8%, c'est un peu décevant pour une organisation qui a quand même un bon potentiel offensif. Et par la suite, un désavantage numérique à 76%, c'est vraiment pas bon. Pour jouer contre la meilleure organisation de la Ligue, c'est vraiment pas bon. Mais, comme l'a dit notre bon ami Marc Bergevin une fois, les séries éliminatoires, c'est une deuxième saison. Fait que bref, on sait pas. Peut-être est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que Paul Maurice, faut pas négliger ses speeches avant-match. Okay? C'est un gars qui est un très bon orateur. Donc peut-être qu'il va être capable de rallier tous ces gars ensemble et qui, nous l'espérons, ne prendront pas une bière la veille d'un match comme on a connu l'année passée, n'est-ce pas? Il y avait un petit manque de sérieux du côté de la Floride, là, on va se le dire. Là. Enfin bref, lors des 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 3 défaites et une défaite en prolongation. En fait, ils ont terminé la saison avec une défaite, les Panthers de la Floride. Donc, c'est un petit peu moins glorieux que la fin de saison des Bruins de Boston, que je rappelle, on finit sur un streak de 8 victoires d'affilée quand même. En dessous de ça, les 5 meilleurs pointeurs de l'organisation. Matthew Tkachuk, le meilleur pointeur de l'organisation des Panthers. 79 matchs, 40 buts quand même, ce qui est excellent. 69 points, 109 points. Là, tu regardes ça, puis tu te dis, la transaction de Joe Huberdeau, Tkachuk, là... Bon, je mets ça sur la table, t'interprètes ça comme tu veux, mais très bonne saison pour ce qui est de Matthew Tkachuk au niveau offensif, avec 40 buts et 109 points. Par la suite, on a Alexander Barkov, deuxième pointeur de l'organisation, 68 matchs, 23 buts, 55 passes pour 78 points. Très bon. Ça, c'est un autre d'ailleurs qui peut être potentiellement le gagnant du Selkie. Qui, je vous rappelle, Barkov a été voté par les joueurs comme étant le joueur le plus sous-estimé de la LNH. Ça, c'est pas peu dire. Tes pairs disent ça. Franchement, chapeau pour ce qui est de Barkov. Puis, by the way, il a été utilisé souvent avec Tkachuk, il a été utilisé avec Verhaeghe, avec Reinhardt. Ils ont joué un peu avec leur ligne du côté de la Floride. Fait que c'est pas nécessairement une ligne qui est statique, mais ça a bien fonctionné quand il était avec Tkachuk. Fait que bref, on met ça là, sur le livre de base. Je sais pas si c'est comme ça qu'on va commencer. Par la suite, on a Verhaeghe de son côté, 81 matchs, 42 buts quand même, 42 buts, 31 passes, 73 points, une très bonne saison. Et là, on a un certain Brandon Montour qui sort un peu de nulle part. Dans le sens où c'est pas un défenseur qui était réputé comme étant très offensif. Là, on parle d'un gars qui faisait peut-être une trentaine ou une quarantaine de points saison. Puis là, il te sort un 73 points en 80 matchs. Le gars, il est comme mi-fin vingtaine. C'est pas un défenseur qui est très porté vers l'attaque. Je sais pas exactement comment il a été utilisé du côté des Panthers, mais force est d'admettre qu'il a éclos solidement offensivement. Donc 80 matchs, 16 buts, 57 passes pour 73 points. Et on ferme le tout avec Sam Reinhart, qui normalement je l'aime bien au niveau de son jeu complet, mais difficile au niveau des plus-moins cette année. Ça a été un des pires de l'organisation avec un moins 12, je pense, ou quelque chose comme ça. 82 matchs, 31 buts, 36 passes, 67 points, quand même plus de 30 buts, ça c'est bien. Au niveau des gardiens de but, c'est un gros point d'interrogation qu'on a du côté des Panthers de la Floride, parce que Alex Lyon, oui, a bien fait cette année, 15 matchs, 2.89, 914, mais c'est pas un gars, en tout cas, parce que Alex Lyon, en fait, c'est un gars qu'on avait, mon Dieu, je me souviens plus c'était quelle équipe, je pense que c'était les Flyers de Philadelphie, si je fais pas erreur, les Flyers de Philadelphie l'avaient signé au niveau universitaire, il a pas vraiment fait l'équipe sur une base permanente, là, je sais pas, il s'est ramassé en Floride, fait que c'est un gars qui est un late, là, il prend du temps à se développer. Il a bien fait jusqu'à date, mais je doute qu'avec une défensive assez poreuse comme on a en Floride, je doute que ce soit Alex Lyon qui va sauver le show. Pour ce qui est de Bobrovski, des fois, il te sort des méchantes games. Là, fait que peut-être est-ce qu'il pourrait venir en relève et être vraiment épatant. C'est possible. Au moins, ça vaudrait son salaire parce que là, pour l'instant, il ne vaut vraiment pas. Mais en tout cas, il reste que ça a été le gardien de but quand même partant pour la majorité de la saison. 50 matchs, 3.07, 901. Mais on semble croire, vu l'allure des derniers matchs, qu'on va probablement opter pour Alex Lyon comme partant pour commencer les séries. Alors, je ne sais pas si ça a été confirmé pour l'instant qui va être le partant dans cette série-là, mais dans les derniers matchs, on semblait opter pour Alex Lyon.
Alors, on y va maintenant avec le moment des prédictions. C'est difficile de dire que, bon, tu sais, au niveau de l'attaque, 3.51, 3.67, ok, on est à peu près pareil. Au niveau de la défense, 2.12, 3.32, on est dans un autre monde. Les unités spéciales Boston, la défensive Boston, la séquence Boston. Fait que j'y vais avec Boston. Alors moi j'y vais avec Boston, mais je me dis Paul Maurice est quand même un entraîneur qui est capable de motiver ses troupes. Je pense pas non plus que des gars de caractère comme Kachuk ou même comme Aaron Ekblad vont se laisser abattre sans au moins essayer de se défendre. Alors je donne quand même un Boston en 6 matchs. Alors, d'après vous, qui va remporter cette série-là? Est-ce que, d'après vous, les Bruins de Boston vont faire plus que ce que le Lightning de Tampa Bay de 2018-2019 avait fait, c'est-à-dire passer une première ronde? Ou est-ce que, d'après vous, les Panthers de la Floride auront raison, ils ont repris leur sérieux en main et ils vont réussir à sortir la grosse machine qui est les Bruins de Boston? Alors, faites-moi savoir, d'après vous, qui va remporter cette série-là et en combien en commentaire. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries de la LNH. Et ce match-là, le premier est le lundi le 17 avril. Alors, c'est un rendez-vous, mes chers hockey fans, et on se revoit très bientôt. Bye bye.